Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Diplomatie, votre émission qui vous baigne au centre des relations diplomatiques qu'entretient la Côte d'Ivoire et différents pays. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir l'ambassadrice de la Suisse en Côte d'Ivoire, Madame Anne Lougogne-Moulin, qui nous fait l'honneur d'être à Abidjan.net. À quand remonte le début de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse ? La Suisse a été un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc très rapidement, les relations bilatérales officielles entre les pays se sont mises en place en 1961 avec la nomination d'un ambassadeur ivoirien à Berne et puis la nomination au départ d'un consul général suisse ici, mais ensuite c'est très vite monté en ambassade. On a fêté les 60 ans de relations bilatérales en 2021. Donc 1961. Quels sont les enjeux majeurs de cette relation bilatérale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire ? Je crois qu'on a deux piliers principaux qui ont toujours traversé l'histoire de nos relations. Le premier pilier, c'est l'économie. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, qui l'a toujours été, qui a un rôle de hub dans la région, de hub régional, qui est un moteur dans l'Afrique francophone. Et donc les entreprises suisses en sont bien conscientes et elles sont intéressées à investir. Il y a des grosses entreprises qui sont présentes depuis très longtemps. Vous connaissez Nestlé, bien d'autres, mais on a par exemple Lafarge-Holcim, Barrick Aibot, vous avez MSC. MSC est suisse, ils ont repris, vous avez peut-être entendu parler, ils ont repris tout Africa Logistics de Bolloré. Donc aujourd'hui, tout ce qui était anciennement Bolloré Logistics Africa est aujourd'hui MSC. Donc appartient à une entreprise suisse. Donc on a un secteur économique extrêmement diversifié, une quarantaine d'entreprises aujourd'hui. Ça, c'est le premier pilier. Puis le deuxième pilier, vous y reviendrez certainement, c'est la recherche scientifique entre les deux pays, puisque en 1951 déjà, on a eu la création du Centre suisse de recherche scientifique à Yopougon, à Diopodouméé, sous la double tutelle suisse et ivoirienne. Et à partir de là, différents projets et beaucoup de conventions ont été signées sur les décennies qui ont suivi. Ça, c'est les deux gros piliers. On a d'autres choses, j'y reviens volontiers après, si vous le désirez. Alors, votre pays, la Suisse, a cette renommée d'être le pays du chocolat. Vous exportez 800 millions d'euros de chocolat partout dans le monde. Quant à la Côte d'Ivoire, elle est le premier producteur de cacao. Y a-t-il un lien de coopération qui existe entre ces deux pays ? Évidemment, il y a des forts liens économiques. On a quand même une série de transformateurs de cacao qui sont ici. Barrick Aibot est domicilié en Suisse, donc c'est une entreprise suisse qui a sa filière ivoirienne SACO qui transforme en Côte d'Ivoire, et c'est très important de comprendre que Barrick Aibot ne fait pas qu'exporter les fèves, mais exporte aussi les premiers produits transformés. Donc on attache une grande importance à la transformation ivoirienne. Puis on a d'autres acteurs, des traders, mais aussi des coopératives, que les entreprises suisses soutiennent, financent, et l'État suisse n'est pas en reste puisque le département de l'économie finance différents projets dans le secteur du cacao à destination des coopératives pour les soutenir, pour soutenir tout le volet social des coopératives. Et puis on a aussi des projets beaucoup plus institutionnels pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur du cacao. Donc ça fait une enveloppe assez générale entre, d'un côté, des enjeux économiques pour les deux pays, vous l'avez mentionné, c'est important pour les deux, et puis des enjeux sociaux que la Suisse essaie d'adresser. Cela dit, je crois que le cacao fait 10% du PIB de la Côte d'Ivoire. L'industrie chocolatière en Suisse fait beaucoup, beaucoup moins. Comparativement, on a un très gros exportateur de chocolat en termes absolus, mais relativement à la force de notre économie, le chocolat n'est pas la matière première suisse. Comment la Suisse travaille-t-elle avec la Côte d'Ivoire pour renforcer les coopérations économiques et commerciales dans les deux pays ? Alors bon, les deux pays sont libéraux. La Suisse est un État libéral. Les entreprises suisses, j'ai envie de dire, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas le gouvernement suisse qui dit hier j'avais par exemple la visite de Novartis, qui dit à Novartis, industrie pharmaceutique de pointe au niveau mondial suisse, venez en Côte d'Ivoire investir. Donc le gouvernement suisse, nous les ambassades, on facilite les contacts de ces entreprises. Quand il y a des problèmes, on essaye de les dénouer avec elles, s'il y en a, mais en général, il y a peu de problèmes, ça fonctionne bien. On attire l'attention des entreprises suisses sur les potentialités de la Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas dire qu'on force une entreprise à ça. Et de la même manière, la Côte d'Ivoire attire les entreprises suisses par les conditions cadres qu'elle offre, mais in fine, ce sont les acteurs privés qui décident de faire ce qu'ils font. Alors, c'est vrai que sur les dernières années, il y a quand même eu des jolies choses parce que
Swiss Re, qui est une multinationale dans la réassurance basée à Zurich, a ouvert son bureau régional ici. Roche aussi. On a ouvert une usine de transformation de fruits à Benoît. Évidemment, l'ambassade est associée à ça, les ministères concernés aussi. Il y a eu la deuxième usine Sika à Yopougon il y a une année. Là, il y avait 3 ministres qui sont ivoiriens qui sont venus. Donc, évidemment, dans ces moments symboliques, la coopération, elle se renforce. Mais les acteurs privés sont libres, que ce soit ivoiriens ou suisses, d'investir là où ils veulent. Quels sont les projets concrets que la Suisse souhaite entretenir avec la Côte d'Ivoire? Alors, j'ai mentionné dans le domaine du cacao, j'ai mentionné soutien aux coopératives par notre département d'économie, soutien à la lutte contre le travail des enfants, à la faveur d'un certain nombre d'accords qui ont été signés par le ministre Vagondo et son homologue suisse lors d'une visite officielle à Berne. On a débloqué d'autres projets très importants pour la Côte d'Ivoire à financement suisse, au nord, pour la formation de la jeunesse au nord, la construction de pistes transfrontalières toujours au nord, pour certains développements de chaînes de valeur. On a le ministre de la formation professionnelle, Kofi Nguessan, qui est allé s'imprégner du système d'apprentissage de formation duale en Suisse il y a quelques mois. De là aussi découlent des collaborations et des projets. On a toute une série de projets également dans le domaine sous-régional. Dernièrement, j'ai ouvert avec le ministre des Ressources animales et halieutiques une vaccination pour les petits ruminants à boisseaux. Donc dans le domaine agricole, on a aussi certaines choses. Donc sur les 2-3 dernières années, je disais à votre directeur, ça fait 3 ans que j'étais pas revenue sur votre plateau, mais sur les 2-3 dernières années, on a ouvert une quinzaine de projets dans le pays, y compris également sur la protection sociale et le travail décent. Réputée pour votre politique d'écologie verte, comment est-ce que la Suisse soutient la Côte d'Ivoire dans le développement durable aujourd'hui? On a fait quelques actions. On a par exemple soutenu une ONG qui fabrique des briques en plastique à partir de déchets plastiques pour faire des salles d'école avec l'UNICEF. On leur a donné un financement. On a financé des ONG qui s'occupent de ramasser les déchets sur les plages. On a travaillé avec l'ambassadeur du vélo ici, Andy Costa, en Côte d'Ivoire. Donc on a fait des choses ponctuelles. Il y a eu la COP 15 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire l'année passée. La Côte d'Ivoire était pays hôte. Là, j'avais une délégation de la Suisse qui est venue effectivement faire du plaidoyer pour la lutte contre la désertification. Donc on a une série d'actions, mais c'est plus des actions ponctuelles. On ne peut pas parler d'un portefeuille global de long terme. Mais c'est un enjeu évidemment extrêmement important qui devrait être pris à bras-le-corps par tous les acteurs concernés. Quels sont les domaines prioritaires de la coopération future entre la Suisse et la Côte d'Ivoire? Alors, les domaines futurs, on ne va pas ouvrir des portes où il n'y a rien derrière. Donc les 2 domaines que j'ai mentionnés, économie et sciences, ça va rester. Et c'est très important, et ça, il faut le comprendre, c'est aussi ce qui fait notre crédibilité. Pour vous dire, dans le domaine des échanges scientifiques, l'année dernière, la Suisse a remis tout le capital, je ne veux pas entrer dans les détails, d'un fonds de contrepartie suisse au FONSTI, au Fonds ivoirien à la recherche, à la technologie et à l'innovation, à la faveur d'un accord que j'ai signé avec le ministre. Donc ça, c'est vraiment des projets qui continuent. Le Fonds national suisse accompagne le FONSTI. Ça, c'est très important. Maintenant, cette année, vous me parlez de nouveaux projets. On a beaucoup de tandems culturels, j'appelle ça tandem. Je vous donne un exemple. On a le théâtre de Bâle, qui est un théâtre prestigieux, qui va venir répéter pendant plusieurs semaines à Yopougon pour des représentations open air à Yopougon à la fin de l'année. Et on a les artistes ivoiriens qui ont été à Bâle faire des masterclass. On a par exemple le projet Genève Africa qui bénéficie d'un fonds de Pro Helvetia, donc notre organisme de soutien culturel, qui fait venir des artistes ivoiriens à Genève. Amé Slam est allé dernièrement à Genève. Et il y aura plusieurs écrivains suisses qui vont venir à la Fondation Ampateba ici à Cocody en fin d'année. Donc voilà, ça c'est aussi tout un volet culturel qui est extrêmement important. On est 2 pays francophones, donc on a beaucoup de choses à dire là-dedans. La dernière chose dans ce domaine qu'on a faite tout dernièrement, et vous êtes peut-être au courant, et là plusieurs pays d'Afrique francophone sont concernés. On a fait la grosse semaine de la francophonie avec le Montreux Comédie. Différents humoristes ivoiriens sont venus et de la sous-région. On était au Sofitel dans le Palais des Congrès avec des stand-uppers ivoiriens toute une soirée. C'était magnifique et ça a duré une semaine. Et ça, c'est la Suisse qui finance. Donc, on ne nous attend pas forcément dans le domaine de l'humour, mais ça fait 4 ans
qu'on finance les scènes ivoiriennes de l'humour ici dans le Dikoko et la Semaine de la Francophonie. Quel est votre regard sur les actions menées par le FONSI, notamment dans le domaine de la recherche scientifique? Moi, je trouve le FONSI courageux parce qu'ils ont comparativement peu de moyens, mais avec ces peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à faire beaucoup, à financer. Je suis tout le temps invitée dans les cérémonies de remise des choix, des sélections de projets qu'ils vont financer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de diversité dans les choix de projets de recherche qui sont faits. Donc ça peut être dans la santé, dans le climat, vous mentionnez les questions hydriques liées à la désertification, des choses comme ça. Et puis, c'est un fonds qui est très dynamique, qui arrive également à se positionner à l'international. Donc je leur souhaite vraiment d'arriver à faire cause commune avec certaines des très bonnes universités qu'on a en Côte d'Ivoire, comme l'université Houphouët-Boigny par exemple. Alors, la Suisse a entamé en 2017 sa 170e année de paix consécutive. Vous êtes un pays pacifique. Quel est votre regard sur la guerre en Ukraine? Alors, on est un pays pacifique. Heureusement, on a eu beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on est meilleur que les autres, mais on a beaucoup de chance. Alors, le regard qu'on porte sur la guerre en Ukraine, c'est un regard dramatique, c'est-à-dire que le droit international a été massivement violé. Vous avez une agression pure et simple d'un pays contre un autre, avec une volonté de conquête, ce qui ne s'est pas revu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à ce titre, la Suisse, qui est neutre, je le rappelle, elle ne peut pas accepter cette violation du droit international. Et c'est pour ça que dans les différentes résolutions qui ont été amenées à l'Assemblée générale de l'ONU, nous avons tout le temps voté en faveur de l'Ukraine et contre la Russie. Vous êtes aussi conscient qu'il y a une quarantaine de pays qui ont pris des sanctions contre la Russie. Nous les avons reprises également. Par contre, ce que nous ne faisons pas, et là je viens à la neutralité stricte, c'est l'exportation d'armes. Ça, c'est pour le moment une ligne rouge. On ne va pas exporter ou réexporter des armes vers l'Ukraine. Il y a des voix en Suisse, il y a plusieurs partis politiques qui appellent de leur vœu à changement de politique. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais clairement, dans les autres sujets, on a pris une position très claire et on continue de tenir cette ligne. C'est sur et le dernier point, c'est en matière d'accueil de réfugiés. On est comparativement à notre population suisse, on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens. Donc tout ça pour vous dire que cette guerre, elle a lieu sur sol européen, c'est extrêmement grave et on n'a pas de complaisance par rapport à ce qui se passe. On doit dire les choses, on doit être clair dans le discours. J'ajoute que avant-hier, le 1er mai, la Suisse a pris la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on est entré pour la première fois de notre histoire au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 ans. Et on a la présidence ce mois-ci. Donc vous imaginez au Conseil de sécurité les débats qu'il y a sur l'Ukraine. La Suisse assurera la présidence de ces discussions. Donc on joue notre partition dans le concert des nations en prenant en compte notre politique de neutralité qui est au sens strict la question des armes. Ça c'est clair, on ne peut pas en exporter. Pouvez-vous revenir sur votre parcours avant d'être ambassadrice de la Suisse en Côte d'Ivoire? Alors avant d'arriver ici, je suis arrivée en 2019, ça fait bientôt 4 ans. J'étais 6 ans directrice Afrique au département des affaires étrangères, donc j'étais responsable de toute la diplomatie suisse sur l'Afrique subsaharienne, 49 pays. Et puis précédemment, j'étais justement responsable de la coopération au développement dans les ex-républiques soviétiques, donc tous les pays, justement l'Ukraine, la Moldavie, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan. Je suis allée en Ukraine plusieurs fois entre 2010 et 2013, entre autres. Et avant cela, j'ai plutôt un passé gouvernance, lutte contre la corruption, que ce soit au ministère lui-même, département des affaires étrangères suisse, ou dans des ONG. J'ai travaillé pour Transparency International tout au début de ma carrière, pour la Suisse, le chapitre suisse de Transparency qui regardait le niveau de corruption en Suisse. Et puis j'ai géré un institut parauniversitaire de lutte contre la corruption et de recouvrement de capitaux. Voilà, c'est un peu mon parcours qui n'est pas tout à fait classique pour une diplomate. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Quel est votre regard sur ce pays? Moi, j'aime beaucoup ce pays, je m'y suis attachée. 4 ans, c'est long. 4 ans d'une vie, vous laissez quelque chose, vous laissez des émotions, vous laissez des souvenirs, il y a des gens qui vous marquent, il y a des impressions.
C'est drôle, là, je suis rentrée en Suisse à fin mars et j'allais à l'aéroport le soir prendre mon avion, mais j'avais presque du mal à partir, alors que j'aime rentrer chez moi. J'ai ma famille, j'ai mes amis, etc. Donc je sens que je m'y attache et que ça va être très difficile de quitter la Côte d'Ivoire dans une année. Ça va être difficile. J'ai laissé un bon morceau de ma vie. J'aime beaucoup ce pays qui est très attachant. Les gens sont extrêmement chaleureux, paisibles, joyeux. Ça, c'est frappant. C'est très vivant aussi. Et puis moi qui viens d'un pays montagneux, donc qui n'a pas accès à la mer, pouvoir sortir d'Abidjan en 50 minutes, être à l'océan, c'est un cadeau. Donc je ne m'en prive pas. Ça, c'est vraiment pour moi extraordinaire. Vous avez énoncé les activités qu'on peut faire dans votre pays, donc les montagnes, les randonnées. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un touriste ivoirien qui souhaite se rendre en Suisse? Bon, peut-être éviter l'hiver parce qu'il aura froid, hein, donc plutôt en été. Et il faut aller voir la nature. La nature en Suisse est très belle. Il faut aller dans les montagnes, même si c'est peut-être pas intuitif pour un Ivoirien qui est plutôt justement habitué à la mer. C'est quand même dans les montagnes qu'on a les paysages les plus spectaculaires. Et une autre zone qui est très très belle, c'est le Lavaux, qui est un site protégé de l'UNESCO, d'ailleurs, comme est Grand Bassam. Le site des vignes autour du lac Léman, et en face vous avez les Alpes, mais là en face c'est la France, hein. C'est un site extrêmement beau, que vous accédez avec le train, c'est très facile. Et puis il faut prendre les transports publics en Suisse. On a le réseau de trains le plus dense du monde. Vous avez des trains qui montent à 2000-2500 mètres d'altitude. Il faut voir tout ça. Il ne faut pas rester dans les villes. Les villes sont aussi très belles, hein. Il y a des très belles vieilles villes moyenâgeuses. Il y a aussi des magasins de luxe que des gens peuvent affectionner. Mais il faut oser sortir et aller dans la nature. C'est pour ça que la Suisse est réputée, particulièrement en Asie. Vous avez beaucoup de touristes asiatiques qui viennent en Suisse pour ces paysages. Alors, 3 mai 2023, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Que représente la presse dans une démocratie comme celle de la Suisse? C'est le 4e pouvoir, la presse, hein. Dans une démocratie, c'est un faiseur d'opinion, c'est un relais d'information, c'est un critique important de l'action de la société et du gouvernement. Et ce 4e pouvoir, il est essentiel dans les démocraties. Il est mis à mal aujourd'hui. La presse ne va pas bien, partout, hein, pas qu'en Suisse, mais la presse papier a beaucoup de mal en Suisse. Et avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis moi-même sur les réseaux sociaux, je ne vais pas les critiquer, c'est un vecteur d'information très important, mais toute la désinformation et la facilité avec laquelle des opinions totalement farfelues sont promulguées sur les réseaux sociaux font souci et empêchent en fait la presse de jouer son rôle, sont comme un parasite vis-à-vis de ce que la presse doit faire. Donc je ne peux que réitérer l'importance de la presse dans une démocratie, vous l'avez dit, et puis il faut toujours revenir aux faits. Je crois que la presse, elle est là pour livrer des faits, des informations, et ça doit rester. Nous sommes au terme de cette interview, Excellence. Comment voyez-vous l'avenir de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse? Écoutez, moi je suis très optimiste parce que depuis que je suis là, on a vraiment, je vous ai dit, lancé une quinzaine de projets. On a eu 2 visites en Suisse de ministres. On a eu encore une rencontre à New York entre nos 2 ministres des Affaires étrangères. Je n'ai pas parlé de ces projets-là, mais on a l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui lance des gros projets en Côte d'Ivoire, notamment sur les villes numériques, sur Abidjan, qui serait une des villes ciblées par l'EPFL. On a des projets en matière culturelle, on a des projets en matière de gouvernance. Donc je veux dire, c'est très riche, c'est une coopération vaste, on est connu, on a une bonne image et je crois que les prochaines années vont que permettre de perpétuer cette belle collaboration que mes prédécesseurs et moi-même avons, et bien d'autres gens bien intentionnés et aussi évidemment des Ivoiriens en première ligne ont développé au cours des dernières décennies. Donc je suis optimiste. Merci d'être passé à Abidjan.net. C'était tout pour Diplomatie. Nous avons eu l'honneur de recevoir l'ambassadrice de la Suisse en Côte d'Ivoire. Merci et à la prochaine pour un autre numéro.